Bienvenue au panel de clôture de notre conférence. Merci aux personnes qui sont avec nous depuis le tout début. Ça a été une semaine bien remplie d'échanges, de partages. J'espère que vous avez apprécié cela. J'espère que vous avez fait de nouveaux contacts, des partenaires potentiels peut-être, et que vous avez aimé le congrès jusqu'ici. C'est donc le panel de clôture qui a pour thème quelle est la prochaine étape, une transition vers la nouvelle normalité avec des structures résilientes et des pratiques durables. Donc, bienvenue à cette session sur le thème extrêmement important de quelle est la prochaine étape, une transition vers la nouvelle normalité avec des structures résilientes et des pratiques durables. Donc, cette session porte sur la relève juste, la relève durable suite à la pandémie. Donc, je vais dès maintenant inviter notre modérateur à se joindre à nous. Donc, le modérateur pour cette session de clôture est Eddie Perez. Donc, Eddie est je l'ai en anglais ici, donc International Climate Diplomacy Manager for Climate Action Network Canada. Gestion donc pour la diplomatie du climat. Merci beaucoup aussi aux organisateurs et organisatrices d'activer le changement. J'ai participé à quelques ateliers, puis toujours très impressionné par les discussions qui ont lieu ici. My name is Eddie Perez. I'm the International Climate Diplomacy Manager. Je suis Eddie Perez et je suis l'analyste principale des relations diplomatiques et gouvernementales au réseau Action Climat Canada. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons repensé à l'année qui vient de s'écouler. Ce ont été 12 mois d'incertitude, plus de 20 000 décès au Canada, les pertes, les leçons. Et aujourd'hui, on m'a invité à mener une discussion très importante sur la transition vers ce qui nous attend. Et nous savons que la COVID a mis en lumière des faiblesses de notre société et surtout des faiblesses systémiques. Nous nous demandons, et après, qu'est-ce qui vient? Pour vous donner un aperçu, début février, alors l'indice de stimulation économique indiquait ce que les pays du G20 faisaient en termes de réponse à la COVID-19. Cela a fait ressortir la puissance des grandes économies pour les programmes de reprise économique. Et la première conclusion qui ressortait de cette étude, c'est que les gouvernements du G20 avaient investi 4 600 milliards de dollars dans des et que 1300 milliards seulement en avaient été effectivement versés. Et ce que ce rapport disait, c'est que lorsqu'il s'agit de nature et de biodiversité, sur les facteurs de stimulation décisifs, donc ce qu'on appelle vert, donc ce qui représente 680 milliards, enfin 100 milliards seulement, toujours à partir du 300 milliards, étaient consacrés à la biodiversité et à la protection des écosystèmes. Alors, je vous jette quelques chiffres comme ça, mais ça, c'est simplement l'aspect quantitatif de l'aspect. Mais si nous pensons à la transition, il y a trois choses qui ressortent que j'aimerais présenter ici. La première, c'est de savoir réagir dans l'urgence et comment soutenir la résilience dans les différents systèmes. Et le troisième, c'est reconnaître qu'il y a des gagnants et des perdants et que nous devons nous regrouper dans la solidarité pour contrer les formes nouvelles d'inégalité. En ce sens,
la route et le chemin est aussi important que l'objectif à atteindre. Alors, nous avons un excellent panel aujourd'hui qui va traiter du rôle des individus et des organisations et dans les sociétés pour renforcer les points faibles et créer un avenir plus résilient pour tout le monde. Alors, sans plus tarder, j'aimerais présenter Myriam Nobre. Myriam est une militante Viva Organização Feminista au Brésil. Yogesh Gore, who's the Senior Program Staff at Coady International Institute at St. Francis Xavier University. Qui est le principal du programme au Centre international Coady. Et nous aurons aussi une vidéo de Rima Navanati, qui est directrice de Self-Employed Women's Association en Inde. Myriam, nous vous écoutons. Merci beaucoup d'être avec moi ce soir. Vous pouvez imaginer que pour nous au Brésil, on veut beaucoup parler du futur parce que maintenant la situation ici, c'est très, très compliqué et juste qu'on veut mettre nos énergies pour s'en sortir de ce cauchemar où on est maintenant. Et bon, quand vous parlez d'une transition vers une nouvelle normalité, entre guillemets, je voulais vraiment souligner ces guillemets parce qu'on sait que c'était la normalité d'avant qui nous a amenés à la situation que nous sommes maintenant. Donc, on ne veut pas retourner à l'avant. J'ai aussi voulu mettre des guillemets sur la parole relance juste et verte de l'économie, parce que je crois que peut-être il fallait réinventer l'économie d'une autre façon. Et pour cela, je crois qu'il y a deux choses fondamentales. Une, c'est reconnaître que la partie visible de l'économie, c'est celle qui est mesurée par les PIB, l'économie des marchés, ce soit dépend de la nature et du travail des soins, des care, le travail de production des personnes réalisé principalement par les femmes au foyer et aux communautés locales. Donc, c'est ça qui, pour nous, est essentiel pour soutenir la vie, la reproduction sociale de la vie, la nature et le travail de s'occuper des autres personnes. Et la pandémie aussi a révélé les degrés de destruction de la nature et les inégalités des classes, des races, des genres qui en vivent partout. Mais peut-être parce qu'il touche tout le monde maintenant, mais c'est une constatation que le peuple qui ont leur territoire, leur mode de vie permanentement attaqué, sache déjà il y a des années. Ce qu'ils sachent, qu'ils nous enseignent, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de réparer ce système. Il faut vraiment un changement structurel. Par exemple, si on parle des énergies alternatives, si on parle des énergies éoliques, il faut voir comment l'augmentation très rapide des structures d'énergie éolique a beaucoup touché la vie de peuples autochtones en Amazonie qui ont leur territoire saccagé pour extraire le bois, la balsa, qui est utilisé dans les pales de turbines. Donc, pour parler d'énergie, il fallait penser si on a besoin d'énergie, pourquoi, et peut-être imaginer d'autres façons de pourvoir cette énergie dans des schémas de décentralisation et du contrôle des peuples sur les énergies, sur les sources d'énergie. Donc, avec ces deux idées centrales, je voulais parler un peu des transitions et quelques pistes de réflexion qu'on a pour la transition ici au Brésil maintenant. La première, c'est qu'on reconnaît que le peuple noir ici au Brésil, mais aussi le peuple autochtone, ont une très forte expérience de résistance et existence. C'est pour ça que maintenant on parle beaucoup ici dans un seul mot, résistance-existence, parce qu'il est indissociable pour les peuples noirs et autochtones ici, par des siècles, on vit des situations de crise permanente. Donc, pour exister, il faut résister. Et dans cette résistance, dans le cœur de cette résistance, il y a la vie communautaire,
où les femmes sont centrales. Et il faut reconnaître toutes ces connaissances qui viennent de cela, mais aussi les blessures, les cicatrices qui tous ces processus d'esclavage et de destruction des moyens de vue ont causé au peuple. Et dans ce sens-là, ça nous invite à un engagement très fort à être à côté de ces peuples-là pour assurer de meilleures conditions, commençant pour reconnaître leurs droits sur leur territoire ancestral, même des territoires qui sont dans les villes sous l'asphalte. L'autre idée importante pour nous, c'est l'idée de politiser la solidarité ou mettre la solidarité dans le centre de la politique. Cela veut dire que la tâche politique urgente et primordiale, c'est répondre aux besoins de base de nourriture, d'abri, de tendresse, d'écoute. Et c'est là que nous, les mouvements sociaux, maintenant au Brésil, sommes vraiment engagés. Et pour les femmes, c'est très important aussi l'idée de soigner qui soigne, ou comme on dit en espagnol, cuidar de quien cuida. Parce qu'on voit que les femmes qui sont des leaders de base des mouvements sociaux répondent à des situations très extrêmes quotidiennement. Et il fallait qu'on développe des processus politiques et collectifs de nous appuyer uns les autres. Bon, l'autre idée, c'est que dans notre avis, maintenant, nous comme humanité, nous sommes dans une situation tellement compliquée que pour traverser ces moments, il fallait vraiment construire de nouvelles connaissances. Les construire ces connaissances de façon commune, de façon communautaire, comme les commons, comme on dit en anglais. Qu'on ne peut pas laisser toute la responsabilité aux mains des compagnies transnationales. Par exemple, mettre en question les brevets sur les vaccins, mais aussi toute la biopiraterie qu'il y a. Penser l'immunité aussi du côté d'une alimentation saine, de plantes médicinales, d'affronter les modèles d'agriculture industrielle. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que la situation qu'on a maintenant, c'est tellement compliqué qu'il n'y a pas une seule solution, ni une solution rapide, ni instantanée. Et qu'il fallait vraiment mettre notre pari sur le peuple, sur la façon communautaire d'organiser la vie, l'alimentation, et méfier constamment des solutions technologiques qui promettent en sortie sans changer beaucoup de choses, mais juste en allant dans un chemin d'une technologie contrôlée par les compagnies transnationales. Et pour terminer un peu, on croit aussi que cette idée d'une construction conjointe de la connaissance, pour faire cela, il fallait aussi un processus de renforcement des sujets politiques collectifs. Et dans ce sens-là, je crois que les femmes, les féministes, ont beaucoup contribué à cause de notre expérience de comment nous organiser, qu'on prend toujours très sérieusement les questions concrètes de la vie, l'horizontalité, bon, et toute l'expérience qu'on a. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas séparer les narratifs, l'agenda ou les programmes de transition comme des idées qui sont en soi-même déconnectées des sujets politiques. On ne peut pas imaginer que les projets ou la transition peut être désincarnée. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais ça veut dire que la construction d'un projet de transition et d'un sujet politique qui a les protagonismes des femmes, des peuples noirs et des peuples autochtones, des peuples qui ont toujours vécu en crise et comme ça ont développé de résilience, comme vous utilisez les mots-là, qui sont partis d'un même processus. Et ça, ce sont les idées que je voulais partager avec vous dans ce début de conversation.
Merci beaucoup, Myriam. Extrêmement enrichissant. Et je reste en fait avec en faisant peut-être une idée générale sur cet élément sur la résistance. Et l'autre volet, c'est l'identité des peuples, l'histoire de communautés et des groupes en fait qui vivent cette transition au cœur même de la transition. Donc, cet élément-là de résistance au cœur de la transition, je pense que c'est un volet extrêmement essentiel que vous mettez de l'avant. Puis, I would like now to welcome J'aimerais Yogesh. maintenant accueillir Yogesh et demander de nous présenter quelques idées sur la transition et sur ce qui nous attend dans le sens de la résilience. Merci, merci Eddie et merci de me permettre de vous présenter quelques réflexions. Nous avons déjà parlé des Autochtones et je dois reconnaître que je vous parle de l'Université Saint-François-Xavier qui est en le Mi'kmaqui, qui est le territoire non cédé du peuple Mi'kmaq. Vous avez, et Myriam déjà en a parlé, de pourquoi nous parlons d'une nouvelle normalité, parce que l'ancienne normalité est inacceptable et vous avez parlé aussi des inégalités, que ce soit au niveau des revenus ou des discriminations raciales. Je ne vais pas parler de tout cela puisque ça a été fait, mais j'aimerais me tourner vers l'avenir, que ce soit une nouvelle normalité ou une mise à niveau. Les réflexions que j'aimerais vous partager, c'est la conversation que nous avons avec nos étudiants du deuxième et troisième cycle qui viennent de très nombreux pays du tiers-monde. Et alors, il y a un an maintenant que nous n'avons pas d'étudiants présents avec nous sur notre campus. Toutes nos interactions se sont faites en ligne à travers des webinaires. Et ce que nous leur entendons dire à propos des problèmes de la pandémie, mais surtout aussi certaines des histoires de résilience et d'entrepreneuriat que nous entendons et qui peuvent nous aider à bâtir la nouvelle normalité. Je vais parler de trois choses, certaines d'ailleurs dont Myriam a parlé. La première chose, c'est la place des femmes et de l'agenda des femmes dans cette situation. Si je prends un exemple en Inde, quand le confinement a été promulgué début mars, il y a des millions de personnes qui travaillaient dans les grandes villes pour gagner leur vie. Et à cause du confinement, ils ont dû retourner dans leur village. Et quand ils sont retournés dans leur village, qui a pris soin de ces personnes? C'est les femmes qui se sont occupées d'eux. Et non seulement au niveau du ménage, mais au niveau communautaire. Ils ont fourni de la nourriture. Donc, aux personnes se sont occupées des personnes âgées et ont vécu vu à ce que les enfants qui étaient habitués à recevoir un repas par jour à l'école, pour voir à ce que tous ces enfants reçoivent aussi un repas par jour. Donc, les femmes donc, ont joué un rôle disproportionné. Elles ont été aussi affectées de façon disproportionnée par la pandémie, mais elles ont joué un rôle aussi beaucoup plus important. Et ce que nous entendons de partout à travers la Terre, c'est les douleurs causées par la pandémie, mais ce que nos partenaires nous montrent aussi, c'est que quand il y a eu sur- un accroissement de la violence à l'égard des femmes au niveau domestique. Alors, autant dans les lieux publics que dans les lieux privés. Mais ça a été aussi l'occasion de travailler. Et très souvent, le travail a été la façon pour les femmes donc de trouver la paix. Si elles ont pu trouver un travail, cela leur a permis donc de l'accepter. Très souvent, les femmes ont été les premières à chercher un travail pour faire vivre leur famille. Le rôle de la femme est certainement crucial et si nous pensons à une nouvelle normalité, cela continuera. Il faut
offrir de nouvelles opportunités aux femmes pour qu'elles assument le leadership au niveau euh, de leur vie de famille, mais aussi dans leur travail, leur façon de gagner leur vie. Un deuxième domaine, c'est à propos des technologies numériques qui sont probablement le principal vecteur de changement actuellement. Et il y a des avantages à ces technologies nouvelles, donc elles permettent de faire certaines réalisations, mais nous savons aussi que ces nouvelles technologies posent des problèmes. Parmi les facteurs positifs que nous avons remarqués, c'est que la technologie numérique permet des percées. Donc, dans plusieurs pays, nous avons découvert que des pays où l'accès aux finances était difficile, maintenant, il y a un accès universel aux services bancaires en ligne. Donc, les services bancaires en ligne sont accessibles à tout le monde. Alors, donc, il y a maintenant plus de 400 millions de comptes bancaires. Aujourd'hui, c'est un saut technologique. Nous voyons aussi que la technologie permet l'éducation à distance. Alors, dans plusieurs endroits pendant la pandémie, cela a servi à de nombreux élèves. Cela peut contribuer à la nouvelle normalité, mais nous savons aussi qu'il y a un fossé numérique. Tout le monde n'a pas accès à la même technologie et si nous n'en tenons pas compte, nous pouvons creuser davantage les écarts et les fossés entre les privilégiés et les autres. Et nous savons que l'innovation peut faciliter l'accès à la technologie. Et j'aimerais signaler quelques points ici. Quand Affaires mondiales Canada, qui a un programme comme le programme FIT et certains des programmes que nous pilotons dans des pays comme le Kenya ou le Ghana, eh bien, il y a l'aspect, la technologie qui est développée. Qu'est-ce qui va permettre à une agricultrice, par exemple, de comprendre donc ce qu'elle peut tirer de la technologie, comment la technologie peut l'aider à réussir dans son entreprise maraîchère. Alors, ce sont des programmes qui peuvent aider à savoir mieux comment aider les gens à bénéficier de ces avantages. Et le troisième domaine, et j'aimerais que vous écoutiez ici une de nos partenaires qui va nous parler d'un exemple concret. Ce sont les investissements que nous devons faire pour développer le capital social humain. La pandémie nous a montré que les premiers répondants ont pu travailler à force de confiance et de relations personnelles. Ce sont ces personnes-là qui ont réagi d'abord quand il s'agissait de prendre soin des personnes les plus affectées. Elles ont produit des masques, elles ont vu à ce qu'il y ait accès à de l'eau potable et à des aliments. Dans bien des cas, nos partenaires nous ont montré que les gens avaient oublié donc le capital social humain au sein de leur communauté. Et cette pandémie ont redécouvert donc le capital social et les liens sur lesquels ils se fondent. Alors que nous soyons des institutions formelles ou informelles, pour pouvoir aller de l'avant, il faut s'appuyer sur ce capital social. Et je dirais que le travail que fait Affaires mondiales Canada et nous aide à faire dans des pays comme le Bangladesh, Haïti, en Éthiopie, au Zimbabwe et en Inde, c'est de travailler au niveau communautaire avec les organisations du niveau communautaire pour renforcer leurs capacités, car ce sont elles qui sont les plus résilientes. Alors, comment pouvoir les soutenir? Alors, je vous donnerai maintenant un exemple. J'aimerais que vous écoutiez une de nos partenaires de longue date de l'Institut Coady, c'est le Self-Employed Women's Association, alors, qui participe à un projet qui est financé par Affaires mondiales Canada. Et c'est
mouvement, donc qui regroupe 1,9 million de membres. Ce sont des travailleuses qui travaillent dans différents secteurs. Elles sont le syndicat le plus important au monde de travailleuses informelles. Alors, elles ne sont pas seulement un syndicat, elles sont aussi une association de coopératives et d'entreprises sociales qui sont gérées par des travailleuses du secteur informel. Alors, nous allons écouter notre amie Rima Nanavati. Alors, c'est trop tard pour elle, autrement elle aurait été des nôtres, mais c'est beaucoup trop tard pour elle. Alors, nous allons écouter la vidéo qu'elle a préparée. So I don't know if it's me. I can't hear the Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, semble-t-il. Sébastien, on demande de son. Namaste and a very good day Namaste. to all of you. Bonjour à We chacun de all vous. have been living in Nous very avons unusual vécu times. dans un The temps world tout à has fait become turbulent. inusité The et avec COVID-19 cette turbulence pandemic avec and la the resulting COVID-19 lockdown has been et very les disruptive for fermetures the informal nous ont sector invité workers' work and nous, avec income. les A travailleurs study conducted by informels, SEWA, the Self-Employed Women's Association, nous showed that very associations DEVA, clearly showed that nous ont montré que 71% of the informal 71% sector workers had des lost travailleurs their du secteur livelihood informel completely. avaient perdu Some leur travail complètement. 63% survived only on 63% ont one meal a survécu day, avec and un repas par jour et 73% would starve 73% if the situation continued auraient in été a affamés similar si way la longer. situation continuait Almost comme telle. 43% Presque of the children 43% of these informal des sector enfants de workers who had ces just travailleurs du started secteur going to informel school will have to be qui allaient à dropped l'école out of school, devaient quitter and the l'école. worst Et affected donc, amongst them would be the les girls. pires, This has been the parmi reality of elles the et eux, c'était informal les petites sector filles. workers because of the Dans le secteur COVID-19 informel, pandemic and the à related cause de la pandémie lockdowns. For the et urban des informal fermetures, sector workers, social distancing, pour quarantine has been very difficult. la quarantaine était très Maintaining difficile et hygiene, l'écart social était très sanitation difficile is aussi. even more difficult for Et the c'est urban encore plus informal difficile sector dans le monde workers. urbain, pour les autres travailleurs dans le In secteur spite urbain. of all this, I'm very Malgré tout happy ça, to share je suis très that heureuse de the partager informal et vous sector dire workers que and their les unions travailleurs des have secteurs quickly adapted informels et to leurs digital syndicats qui organizing sont adaptés using à digital modes, l'organisation. Ils digital ont utilisé technologies and applications la for technologie à distance et organizing la membership mobilisation renewal, pour for le renouveau des education and membres, pour awareness l'éducation related to et prise de conscience en COVID-19, ce qui but concerne le also COVID-19, to mais également e-training and virtual ces modes of formations learning and et education. des modes We also have virtuels the d'éducation. opportunities Nous of avons eu l'occasion initiating new enterprises of the informal d'entreprendre de nouvelles sector workers, the entreprises vegetable avec ces vendors gens and the vegetable où growers, the les members in the rural producteurs de areas légumes were linked dans le secteur together, rural and they have now travaillaient an ensemble avec des membres enterprise urbains where the et avec vegetable une vendors no longer have entreprise to dont sell les sitting on the vendeurs streets, de but they ride electric légumes n'ont plus rickshaws besoin and do home de deliveries se of rendre vegetables and sur la fruits. rue, mais ils travaillaient ensemble Likewise, avec the d'autres groupes. Et agribusiness la même chose, initiative also was in l'initiative big agrobusiness demand. I would like to d'agro-entreprise. emphasize Et here je that voudrais informal insister sector ici que workers, therefore, les are travailleurs not du a secteur informel liability, but ne they sont pas help in building a un passif, nation's mais economy. They are ils human aident capital, which l'économie needs to be de la shared nation, ce qui and veut dire enabled qu'il to faut build their leur capacity. permettre Therefore, I would d'abattre leur strongly capacité. like to Donc, emphasize je here voudrais that insister ici in que spite of relief for the malgré informal sector le workers, soulagement what is pour ces needed is travailleurs, a ce dont nous avons universal besoin, social c'est protection. There une is a protection need for sociale a universelle. minimum Il y a un basic besoin income pour of up un to revenu rupees minimum base de fonds 15,000 per month de for the 15 000 informal par mois sector workers. pour There les is travailleurs du also a secteur need informel. to Il y a build également un besoin resilience of de, these de informal sector travailler workers' des livelihoods réseaux and their very et tiny enterprises, and et therefore a aider need to les gens set dans up leur a entreprise, toutes livelihood petites entreprises, recovery et donc fund avoir so un that fonds
The flow of spécial à capital cette fin. also follows labor standard. It Le helps capital increase the pourrait aider resilience et of aider the ces gens informal à sector établir workers. I would also dans le like to secteur mention informel. Je that there voudrais is a également need to mentionner qu'il guarantee y a besoin de employment of a s'assurer que minimum number l'emploi of d'un 200 days nombre for the informal 200 sector jours, workers, même pour le and the secteur government informel. need to have Et que le policies gouvernement that doit avoir des ensure politiques this. à ces niveaux-là I pour hope s'assurer that que des 200 jours. J'espère ITUC, que, the Global que Commission on l'UTUC, Future of la Work, and Commission sur ILO l'avenir du together travail et will look at l'Organisation these mondiale needs du that travail have emerged regarde and have been thrown out comment because of the pandemic of trop de choses ont COVID-19. été The abandonnées à future cause of du work COVID, de no la COVID. longer is for Et the future, but has now le become travail, c'est plus une reality. question d'avenir, We c'est une need to question de fast présence. track. Il faut Thank you. travailler maintenant. Merci. Merci beaucoup pour ces paroles. Merci, Yogesh, pour tes commentaires antérieurs. Pour engager une discussion avec nos deux panélistes. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat à Myriam ou Yogesh. Moi, je commencerai avec une question pour Myriam d'ailleurs. Myriam, vous avez dit plus tôt quelque chose qui m'a un peu bouleversé, mais dans le bon sens du terme. Vous avez parlé de politiser la solidarité, mettre la solidarité au centre du politique. Il me semble, dans les deux interventions, celle de Yogesh et la vôtre, qu'il y a quand même un élément principal, c'est le rôle des femmes. Le rôle des femmes dans la convergence des luttes. Et je souhaite vous entendre, en fait, comment est-ce que l'on vit cela au Brésil par rapport aux changements qui doivent s'opérer, en fait, au Brésil actuellement. Comment vous voyez, en fait, cet élément de solidarité, le rôle que les femmes sont en train de jouer pour créer ce changement? Bon, d'abord, quand on était au temps de la dictature militaire, qu'on a commencé les grèves des ouvriers métallurgiques, là, on organisait la solidarité pour garder les grèves. On dit grève en français? Oui, donc, la que grève. les travailleurs peuvent résister pendant un mois, qu'ils peuvent résister aux menaces des patrons de ne pas payer les salaires. On s'organisait en tant que femmes pour assurer l'alimentation pour les familles des travailleurs, pour assurer la communication. Moi-même, j'ai commencé à militer comme ça dans ma ville, une ville ouvrière. On s'organisait, en portugais, on dit amour, c'est comme amour. Et ça appuie des femmes organisées, c'est apoio de las mujeres organizadas. Et donc, on préparait le repas, on distribuait, on passait maison à maison pour savoir quelles étaient les conditions des gens. On faisait la communication entre les ouvriers qui étaient dans l'usine et leurs familles. Et c'est un peu ça qu'on est en train de faire maintenant. Et tous les mouvements sociaux au Brésil, par exemple, les syndicats des travailleurs qui travaillent au pétrole, au gaz, à la Petrobras, et comme une des choses qui a beaucoup augmenté le prix pendant cette période de crise, c'était les gaz des cuisines. Donc, ils sont en train de vendre les gaz, on dit? Oui. Au prix, un prix de subsidié. Et nous, moi, personnellement, moi qui j'étais déjà travaillé au niveau international, après que j'ai laissé le secrétariat international de la Marche mondiale des femmes, je me plongeais sur un territoire en concret, ici, proche de São Paulo, no Vale do Ribeira, où habitent plusieurs communautés quilombolas. Donc, les quilombolas sont des communautés de peuples noirs qui se sont sortis des situations d'esclavage et ont résisté avec leur façon de produire, de gérer la nature dans leur communauté. Donc, je travaille avec ces femmes-là. Et je crois qu'il y a 3-4 années, qui ont organisé une alliance avec des groupes de consommation
à São Paulo, à ville de São Paulo et autour de São Paulo pour acheter directement. Mais l'idée qu'on avait d'abord, c'est de les vendre, c'est pas les principales, c'est vraiment travailler avec les femmes et les communautés, de reconnaître toute la contribution des femmes dans les jardins potagers, et la production qu'elles font pour l'autoconsommation, mais aussi pour, moyennant la donation ou les trocs, l'échange, comment elles soutiennent la vie des communautés, de leurs familles qui habitent en ville. Donc, l'idée, ce n'est pas mettre tout l'accent sur la vente, mais de voir quelle était la contribution économique des femmes, soit pour l'autosustentation de la famille même, et donc pour montrer qu'il y a toute une économie non monétaire qui fait la reproduction de la vie. Et alors, ce qui s'est passé, aussi une autre idée qu'on travaillait beaucoup avec les groupes de consommation ici, c'est de changer les rapports entre les rurales et urbaines. Parce qu'ici, au moins, il y a toute cette idée que l'urbaine, c'est les modernes, c'est les plus intéressants, donc il faut aller dans les directions de l'urbaine, écouter qu'est-ce que les consommateurs des villes veulent manger et comme ça organiser la production. Et donc, on ne voulait pas ça. Parce que vraiment, parfois, quand les agriculteurs les agricultrices essayent de produire qu'est-ce que les consommateurs en ville, qu'est-ce qu'ils veulent, il fallait beaucoup plus de travail, beaucoup plus des engrais ou des choses qui viennent en dehors de l'unité de production. Donc, on voulait vraiment changer ces rapports de force. Et ce sont les femmes qui disent qu'est-ce qu'elles ont. Et nous, en ville, on réapprend à manger ces choses-là. Et comme ça, c'est aussi une façon de récupérer une mémoire affective même des gens qui habitent en ville, de choses qu'ils mangeaient avant, qu'ils ne mangeaient plus. Et c'est toute cette expérience-là qui a beaucoup augmenté pendant cette période de la pandémie, parce que le réseau ici en ville a beaucoup augmenté. Il y a des collectifs qui se sont formés pour assurer, moyennant de donation, l'accès à l'aliment pour les populations les plus vulnérables. Et c'est juste un exemple que comme ça, les femmes ont doublé les surfaces de production et le revenu monétaire a augmenté 3 fois. Donc, c'est une idée, je voulais exprimer rapidement que la question de l'alimentation et l'alliance autour de l'alimentation, c'est un enjeu très important, mais je ne vais pas dire n'importe quelle alimentation, mais c'est une alimentation saine, agroécologique qui vient des connaissances ancestrales de ces femmes-là. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est ça. Et oui, c'était très riche. I'm gonna continue on that note with. Je continue avec cette note parce que je pense que c'est lié à ce que d'autres ont mentionné plus tôt concernant l'innovation. Trouver des solutions innovatrices. Et donc, j'aimerais poser une question concernant votre vue. Ce que vous voyez maintenant, dans le travail que vous faites concernant le rôle des femmes dans le contexte numérisé. Et donc, il semblerait qu'il y a un besoin de fermer l'écart, non seulement entre le rural et l'urbain, mais entre l'intergénérationnel et tout l'écart d'accès. Pourrais-tu parler davantage du rôle des femmes dans cet effort pour limiter cet écart? Ah, votre micro est fermé. Bon. Tout d'abord, l'innovation, c'est une bonne invention. Et l'invention peut être une démarche en partenariat au niveau de production. Et l'innovation, dans le contexte dont la madame indienne parlait, l'innovation peut être une démarche, ou ça peut être un luxe. Mais dans la vie des travailleurs,
et informels, ils doivent innover sur une base quotidienne pour survivre. Et ils doivent innover chaque jour. Ils sont sur le bord de la route et d'une façon informelle, il faut savoir comment se protéger contre ce qui se passe. Et il faut vendre son produit. Et donc, l'innovation fait partie même du quotidien de ces personnes-là. Quand je parle d'innovation dans l'économie numérisée, je pense qu'il y a beaucoup qui peut être fait. Là, par exemple, ici, nous travaillons avec cette technologie qui a des produits d'extrait ailleurs. Comment est-ce qu'on peut fournir les services fondamentaux de l'eau, l'éducation, la santé? Myriam parle de l'accès à une alimentation saine. Permettez-moi de vous parler de ce qui est passé durant la COVID. Quand les fermetures se sont faites dans certains secteurs, les groupes de fermiers avaient la récolte prête. Alors, sur le marché était fermé. Les routes étaient fermées. Et même, alors, il n'y avait pas de transport des produits. Le seul marché disponible, c'était un marché local, au niveau rural. Alors, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est qu'ils ont commencé à prendre des commandes sur WhatsApp. Vous pouvez avoir une commande WhatsApp et 6 heures du soir, vous le fournissez le matin. Alors, des fois, on fournit, des fois, on manque de coût. Alors, c'est difficile de créer une application qui soit, que les femmes peuvent utiliser pour organiser leur marché local, leurs activités locales, parce qu'il n'y avait pas un marché comme tel. Ils étaient ils vendaient leurs produits et pour avoir des aliments sains au niveau local, et ça va y avoir que ce soit écologique en même temps. Donc, dans le nord d'un certain État, on a localisé le marché. Et c'est là où la technologie pourrait nous aider. Donc, il y a beaucoup d'applications où on peut s'assurer que les barrières pour les foyers ruraux peuvent travailler ensemble avec d'autres. Qu'est-ce qui permettrait à une femme d'avoir accès à la technologie selon elle? C'est là où l'innovation se présente. Ce n'est pas un nouveau produit, c'est simplement encourager l'innovation au niveau local. Merci beaucoup pour cette réponse. C'était plein d'intuition. Thank you, Myriam. Thank you, Yogesh. Andréane. Pour ces contributions. Andréane, the mic is yours. Thank you, Eddie, Myriam, Yogesh. On pourrait continuer la conversation encore longtemps, mais on doit bientôt aller vers la clôture. Avant de clore, je veux donner la parole. J'ai invité en fait Michel Asselin à dire quelques mots de clôture à la fois du panel et de la conférence pour deux raisons principales. D'abord, parce que je sais que la COSI a fait beaucoup de travail sur la question de justice climatique féministe et donc je trouvais que c'était tout à propos à la fin de ce panel, mais aussi parce que vous ne le savez peut-être pas, mais cette conférence devait avoir lieu à Montréal, donc on devait tous se retrouver en personne et la COSI devait être le partenaire hôte de l'événement. Donc, j'ai cru qu'il était pertinent d'inviter Michel, la directrice générale de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, à nous dire quelques mots. Michel, Merci. la parole est à toi. Merci, Andréane. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait grand plaisir. En fait, c'est un honneur pour moi de terminer cette semaine très riche d'échanges qui nous a alimentés, qui a alimenté nos réflexions, nos questionnements.
Maintenant, nous faisons face à un grand cauchemar. C'est le mot qu'a utilisé Myriam quand elle a pris la parole et elle a bien raison. Cette pandémie, c'est un véritable cauchemar pour nous toutes et tous qui habitons cette si petite terre. Mais nous en avons d'autres cauchemars, d'autres défis collectifs et certainement les changements climatiques nous interpellent et marquent l'avenir de notre planète et il faut y porter un regard féministe. Et j'ai trouvé très intéressante ce dernier panel où nos deux invités ont apporté ce regard féministe sur les enjeux. D'abord, on parle d'une transition, mais on dit qu'on ne veut pas revenir à la normalité parce que cette normalité d'avant la pandémie, elle était grande source d'inégalité, d'inéquité, d'enjeux majeurs et de non-respect des droits des femmes et des droits humains. Donc, on veut s'engager vers une transformation du monde et on doit s'appuyer sur les connaissances, sur l'expérience de peuples et de communautés qui sont résilients et résistants. J'ai beaucoup aimé l'expression résistance-existence qui forme un seul mot, qui qualifie l'expérience du peuple noir et autochtone du Brésil, mais je crois que c'est la même expérience des travailleuses de l'économie informelle de l'Inde. Ces connaissances que ces personnes ont acquises, nous devons les partager et construire ensemble de nouvelles connaissances pour transformer notre monde. C'est ce à quoi nos deux panélistes nous ont invités, nous ont inspirés. Nous devons bâtir une résilience face aux pandémies, mais aussi face au changement climatique, face aux économies capitalistes qui produisent toujours plus d'inégalités. Et cette résilience, nous allons la bâtir ensemble, co-construire un autre monde à la suite de cette pandémie et face aux grands enjeux de ce siècle qui commence. Des possibilités, les nouvelles technologies numériques, nous avons vu qu'elles peuvent appuyer les femmes de l'économie informelle, agir en s'appuyant sur notre capital humain, voir comment nous pouvons ensemble trouver des solutions. Myriam nous a quand même mis en garde. Il y a des solutions, mais il n'y en a pas une seule et il n'y en aura pas des rapides non plus. Travaillons ensemble dans une perspective de convergence de nos luttes du nord au sud, du sud au sud, du nord au nord, ensemble et dans une perspective intergénérationnelle. Alors, c'est à peine quelques réflexions à poursuivre et en tant qu'Association québécoise des organismes de coopération internationale, nous sommes membres actifs de ce réseau pan-canadien des conseils provinciaux et territoriaux. Ce rendez-vous, il y en aura un autre. Cet automne, peut-être, on l'espère, en présence, où on va vous inviter à réfléchir ensemble sur les enjeux de faire échec aux guerres qui sont un frein à la défense des droits des femmes, des droits humains, qui sont un frein à la lutte pour l'environnement et pour la paix. Alors, je vous donne rendez-vous. La COSI va travailler très fort avec l'équipe d'Activer le changement pour préparer une autre conférence le plus rapidement possible en présence. Si ce n'est pas à l'automne 21, ben, ça sera au début de l'année 22. Alors, merci. Merci particulier à toute l'équipe d'Activer le changement et je vous souhaite une bonne fin de journée.